media is the biggest problem we have as far as I'm concerned. Single biggest problem. The fake news and the big tech. Big tech is now coming into their own. We beat them 4 years ago. We surprised them. We took them by surprise. And this year, they rigged an election. They rigged it like they've never rigged an election before. On sait depuis, ça fait des années que l'expression fake news fait partie de la rhétorique et de la propagande politique de Donald Trump. Mais dans son discours... de vérité alternative, lui, Trump. Pardon? Il parle de vérité alternative. Ce qui veut dire c'est plusieurs formes de vérité. C'est ça. Donc, la vérité absolue n'existe pas. Chacun a sa vérité. Et puis, on manipule les faits comme on veut, mais il désigne quand même les médias, plutôt les médias traditionnels, on dira, comme des véhicules de fausses informations. Et pour la première fois, ce qui a vraiment émergé, c'est le fait de pointer du doigt les grandes entreprises de technologie, en fait, ce que nous on appelle les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, qui brassent littéralement des centaines de milliards de dollars, et sont des plateformes sur lesquelles l'essentiel du monde, vous et moi, on compte pour notre vie numérique. Et donc, dans son discours, un petit peu presque de façon prophétique, il parlait de la suppression qui était infligée par la Big Tech et leurs amis des grands médias. Et voilà, quelques jours après, le compte de Donald Trump est supprimé. Alors, pour moi, lorsque j'ai appris cette suppression de compte, ça m'a rendu particulièrement inquiet. Alors, déjà, c'est surprenant, parce que c'est quand même une personnalité, c'est un des plus grands comptes Twitter avec le plus d'abonnés qui existe au monde quand même. Donc, générateur de revenus. Exactement. Donc, c'est une source de revenus pour Twitter, qui semble trouver qu'il y a plus à gagner à supprimer ce compte qu'à le garder comme ils l'ont fait pendant les 4 années de la présidence Trump. Mais ça nous dit aussi que si un compte magistral comme celui de Donald Trump et 70 000 autres comptes de personnes à cause de leurs convictions ou des messages qu'ils transmettent sur les réseaux peuvent être supprimés en un claquement de doigts, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Ça m'a frappé, donc je suis revenu sur les faits. Et je dois dire que je n'ai pas du tout été convaincu par l'argumentation de Twitter pour la fermeture du compte de M. Trump. Alors, si on prend ensemble les 4 dernières années et les messages qu'il a envoyés avant, peut-être, mais Twitter a argumenté que les tout derniers messages qu'il avait envoyés étaient des messages d'appel, de glorification de la violence. C'est l'expression qui avait été utilisée par Twitter. Alors que factuellement, ce n'est pas vrai. Et donc, on peut plutôt supposer ce que tout le monde suppose, c'est-à-dire c'est une punition pour avoir utilisé Twitter pendant 4 années de cette façon-là. Mais donc, Twitter agit quand même un petit peu en dehors des règles de la communauté. Et donc, lorsque des organismes ont un tel pouvoir et peuvent du jour au lendemain décider de supprimer des comptes, mais aussi décider de supprimer des plateformes de microblogging, il y en a d'autres, Parler, qui était littéralement un concurrent. Twitter s'est mis ensemble avec Amazon pour le bloquer. Pour le bloquer et pour tuer ce business. Là, de nouveau en violation des accords qu'ils avaient avec cette entreprise. Moi, je trouve ça très inquiétant. Je pense que pour tous ces hébergeurs de contenu comme Twitter, Facebook, dès le départ, il y avait des règles d'utilisation qui leur donnaient un certain droit, même si c'est controversé, de limiter du contenu haineux ou pornographique ou pédophile ou autre. Il y avait déjà, dès le départ, un certain nombre de filtres qui faisaient que du contenu pouvait être banni. Ouais, mais j'étais très suspicieux sur des anecdotes, par exemple, je sais pas, un tableau, dès qu'il y a un appareil, un sein, une nudité, un bout de corps nu, il coupe. Moi, je l'ai vu par rapport à nos vidéos. Parfois, c'est un peu surprenant et ça paraît
pas beaucoup de sens, alors que des incitations, des fake news à la Trump, il y en a des milliers et des milliers. Bon, il y a des Exactement. critères, mais contestables. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut déjà se mettre d'accord sur le fait que ces règles-là existaient déjà, qu'elles Oui, soient mal utilisées ou que le filet soit rempli de trous et laisse passer beaucoup ils sont trop pas au alors bon qu'il endroit. retient finalement ce qui n'a pas l'intérêt d'être banni. Ça, je pense que c'est une autre question et peut-être qu'il y a aussi des incohérences dans les algorithmes et dans la manière dont tout cet arsenal de protection est créé. Mais en tout cas, il faut aussi se rappeler que ça n'a jamais été juste, un hébergeur de contenu ou des hébergeurs de contenu, mais qu'il y avait, dès le départ, quand même des certaines règles de filtrage. Plus le fait que, on n'est pas là on ne va pas sur ces plateformes uniquement pour y déposer, nos idées, nos photos, et autres. On y va en tant que contributeur d'une énorme machine qui collecte nos données. Donc il y a aussi, un autre appareil, finalement, économique, Mhm. qui se superpose à ça. Et moi je pense que, heu et évidemment ça ne remet pas en cause le fait que c'est, tendancieux et c'est même, suspicieux de voir, le compte de Donald Trump supprimé et ça pose des questions sur la liberté d'expression et la démocratie. Je pense qu'en fait, ces plateformes étaient sous pression depuis très, très longtemps pour justement, empêcher, le contenu haineux de Donald Trump ou, QAnon ou, affiliés et que en fait, l'événement du Capitole a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'il y avait cette pression depuis très, très longtemps. Je ne pense pas qu'effectivement, ce soit juste l'événement du 6 janvier qui ait tout déclenché, mais plutôt en fait, le filet qui avait, maintenu, trop longtemps qui a explosé et je me demande si, tout comme la procédure de destitution de Donald Trump, qui du coup arriverait après, son départ, de la présidence, il n'y aurait pas une réflexion de mettre une déclaration, politico-judiciaire à un ensemble de faits qui vraiment est allé trop loin et vraiment a dépassé les bornes. Moi, je ne sais pas, justement, je voudrais voir ce qu'en pense Jean-Christophe. La réflexion peut-être européenne, c'est Mhm. de dire, au fond, ces gens-là ont trop de pouvoir, c'est pas acceptable qu'ils décident de ce qui est bien ou mal Mhm. pour Mhm. l'ensemble de la population. Ce qui est essentiel, c'est que des autorités publiques, des autorités élues, au suffrage universel ou au suffrage quel qu'il soit, aient la main sur tout ça, et c'est eux qui donnent des règles et des limites. Mhm. Mhm. Mais là, aux États-Unis, les gens disent pas du tout à l'État de le faire, c'est les entreprises qui doivent, qui doivent définir leur projet, et puis les gens sont responsables eux-mêmes de ce qu'ils produisent ou pas. Mhm. Et nous, enfin moi j'ai l'impression en Europe on serait plutôt dans le sens de, il faut légiférer, il faut légaliser, il faut encadrer ces gens-là, parce ils ont pris aujourd'hui trop de pouvoir. Et j'ai lu que les démocrates aux États-Unis ont envie de démanteler peut-être Facebook et de limiter un peu la puissance de ces GAFA. Qu'est-ce que tu Ouais. en penses comme Euh, Canadien, comme Je Américain? dirais que, je dirais que c'est facile pour l'Europe de vouloir encadrer les GAFA quand il n'y a aucune GAFA européenne. C'est vrai. Donc, il faut comprendre que pour les États-Unis, l'enjeu, c'est de dire ben, peut-être qu'on s'approche de situations avec Amazon, avec Google, où on est dans une quasi-situation de monopole. Oui, Et c'est là, il y a ça. des lois américaines où on peut scinder des compagnies en deux pour briser des monopoles. De l'autre côté, ces monopoles-là, ils sont en train de conquérir l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Donc, est-ce qu'on veut vraiment scinder Amazon en deux, puis laisser la place à Alibaba ou à d'autres compagnies étrangères, chinoises? C'est l'argument. Ben, dans la décision politique, c'est un facteur important. Il faut juste être conscient que c'est un facteur important. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, puis je retourne à ce que Christelle disait, ou quand il citait Donald Trump, qui lui s'attaquait aux grands médias, puis aux fake news. Puis on voit vraiment qu'il y a l'opposition entre deux systèmes d'organisation. Un système d'organisation centralisé, ce que Marshall McLuhan appelait l'empire Gutenberg, donc cette idée-là, à partir du moment où on a inventé l'imprimerie, où il y a vraiment des centres de diffusion qui propagent des messages vers l'extérieur et il y a vraiment comme un rôle de diffuseur actif très restreint, régulateur. puis le public qui est passif et qui reçoit.
Et c'était vrai pour la presse. Et étrangement, même avec l'arrivée de l'électronique, c'était vrai pour la télévision jusqu'à tout récemment. Le New York Times ou NBC ou les grandes chaînes télévisées étaient l'arbitre du vrai et du faux, des vraies nouvelles et des fausses nouvelles. Maintenant, l'arrivée des réseaux décentralisés a permis à n'importe qui, à nous en fait, on fait partie de ça, on diffuse du contenu qu'on n'aurait pas été capable de diffuser dans le passé. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que les GAFA, que le penseur québécois Mathieu Bellil appelle l'Empire invisible. Je trouve ça magnifique, poétique, parce que c'est vrai que c'est un grand empire, presque plus grand que l'Empire britannique, qui change notre manière de vivre, qui change notre imaginaire, qui change la culture qu'on consomme, mais qui est pas visible. Mais cet empire-là, au lendemain de l'assaut sur le Capitole, on craint qu'il pourrait être aligné avec un parti politique ou avec un régime politique. Et ça, on n'a jamais vu ça. On a vu dans le passé une presse centralisée affiliée à un parti politique. Mais des réseaux sociaux décentralisés qui sont censurés par des intelligences artificielles, où est-ce que ça peut nous mener au niveau de nos infrastructures politiques, nos systèmes politiques? On n'en a aucune idée. Et, mais ça, c'est inquiétant quand même. Ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Une chose qui me soulage, c'est hier soir en Amérique, il y a Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, qui a envoyé un tweet, un long fil de tweets qui disait lui-même un peu qu'est-ce que vous disiez, Jean-Luc, qui disait premièrement, il louangeait le Bitcoin. Il dit « J'aime la technologie Bitcoin parce que c'est vraiment l'essence de ce que Internet est, c'est-à-dire une structure décentralisée, où il n'y a pas un contrôle unique, où c'est vraiment le public ensemble qui a forgé quelque chose qui est utile pour tous. » Puis il dit, je ne suis pas à l'aise moi-même avec la décision de Twitter. En tout cas, il ne mentionnait pas exactement cette décision-là, mais de dire que Twitter soit placé dans une situation où c'est cette compagnie privée qui doit faire l'arbitrage du contenu. Mm-hmm. Donc, ce qu'il proposait, c'est la mise en place d'un standard international sur comment est-ce qu'on s'y prend pour censurer certains contenus qui pourraient être des contenus d'appel à la violence, mais protéger d'autres contenus qui pourraient être décriés par des États, par des dictatures. Puis, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, mais c'est quand même un signal vraiment encourageant pour ce qui est de la liberté d'expression et la liberté de penser, qui est, dans le fond, essentielle à notre culture protestante. Hein. Nous, on est nés aussi de ça. On est nés d'une révolution médiatique avec l'imprimerie. On est nés d'une décentralisation de la parole. Je pense que c'est dans notre instinct protestant de vouloir défendre cette liberté-là. Oui, d'accord, mais le protestantisme était plutôt branché sur la parole, sur le verbe, sur l'écrit. Aujourd'hui, avec les diffusions des images, on est un peu décalé. C'est pas très spectaculaire. Le protestantisme n'a pas d'image spectaculaire. Quand on lit les traités de Martin Luther sur la papauté, il y a beaucoup d'images, puis c'est assez spectaculaire. Je veux dire, avec la technologie qu'il y avait, quand même, à l'époque, c'est tract. Je suis d'accord, mais c'était spectaculaire pour l'époque. Mais quand même, le protestantisme a un peu de mal avec la culture de l'image, quand même. Il y a d'autres traditions qui ont des branches. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Au niveau de la responsabilité individuelle, bien sûr, ça, c'est marqué par le protestantisme. Mais je ne sais pas, enfin, la question qu'on se pose, et ce que vous avez tous dit, c'est qu'effectivement, on voit qu'on est quand même on est arrivé à un point, disons, où il faut maintenant réfléchir, s'arrêter et voir un peu ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si on demande aux États, que ce soit à l'Europe, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de réguler, c'est sûr qu'il y a une espèce de limitation des libertés. C'est évident. Moi, je pensais en France, par exemple, tous les gilets jaunes ont marché qu'avec les réseaux sociaux. Par un temps, on se disait qu'il y a tellement d'inepties qui étaient balancées sur les réseaux sociaux, comme on les aurait contrôlés, ça aurait été plus tranquille pour les pouvoirs en place. Mais en même temps, on prive les gens de leur liberté d'expression et de leur liberté de choix, d'engagement, etc. Donc, c'est vrai que là, on est à un carrefour, quoi, où on légifère, on limite la puissance de ces gens et on limite nos libertés, où on laisse faire et on va dans des impasses peut-être encore plus graves.
Mhm. Et je pense que c'est un petit peu le même paradoxe et la même impasse qu'on avait il y a quelques mois quand on était en train de réfléchir à la question du blasphème et des caricatures. De Ouais. toute façon, la liberté d'expression sera toujours paradoxale parce que on dit de façon assez célèbre Mhm. la liberté des uns s'arrête là où commence celle De des celle autres. des Et autres. je pense que si on n'avait pas tué Morito, on n'aurait pas la joie aussi d'avoir des cerveaux et de les faire fonctionner. Bon, je blague, mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, par essence, la liberté d'expression reste un problème. Et avec les réseaux sociaux, ça reste un problème qui est moins contrôlable parce qu'on les crée en même temps qu'on les utilise. Et ils sont constamment en train d'évoluer et du coup, ils nous échappent aussi. Mais comme le disait très bien Jean-Christophe, ces réflexions sur la liberté d'expression ne sont pas neuves parce qu'on peut aussi les replacer à l'époque de la réforme. Et dans un cas comme dans l'autre, ça nous met face à notre propre responsabilité individuelle de ne pas faire mauvais usage de la liberté d'expression pour aller dire n'importe quoi sur les autres et pour aller aussi attaquer les autres dans leur dignité humaine. Et c'est là où la réflexion sur la parole, et notamment la parole d'un point de vue biblique, donc la parole de Dieu, justement, elle réconcilie ces paradoxes parce qu'elle a ce côté Mhm. de Mhm. la possibilité de la bénédiction et la possibilité de la malédiction en une seule parole. À nous de faire l'effort de choisir la bénédiction. Et comment est-ce qu'on va faire pour justement utiliser les réseaux sociaux comme canaux de bénédiction? Ben, ça va être un travail de tous les jours parce qu'ils continuent d'évoluer tous les jours. C'est peut-être le travail de notre époque, mais en tout cas, on n'est pas laissé sans armes pour le mener à bien.